Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce deuxième cycle, c'est ça? Conférence? Troisième cycle. J'ai pris en vol, excusez-moi. Donc on m'a demandé, et je le fais avec plaisir, de faire l'animation de cet après-midi. Je m'appelle François Moron, je suis le rédacteur en chef de La Liberté. Nous aurons 3 intervenants de haut vol cet après-midi. L'idée, ça va se dérouler un peu de la façon suivante. On va d'abord les écouter. Ils auront approximativement chacun 20 minutes, un petit peu moins éventuellement, de façon à ce qu'après il puisse y avoir une discussion. Ils vont nous parler de 3 thèmes. Et puis après, l'idée c'est de peut-être engendrer une petite discussion entre eux et surtout que ces 3 intervenants de qualité puissent répondre à vos questions qui, j'en suis sûr, seront nombreuses. Donc voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Benjamin Reduit, donc président de Suisse Molhydro, conseiller national. Il va nous parler sa conférence a pour titre Le rôle de la petite hydraulique en Suisse. Monsieur Reduit, c'est à vous. Oui, merci. Vous avez le retour ici. Oui. Alors bonjour à tous, je vais essayer d'être clair, précis, concis, puisque le temps qui nous est imparti est limité, et c'est peut-être une bonne chose. Vous m'entendez tous, ça se passe très bien. Alors effectivement, là je parle plus à titre de président de la Petite Hydraulique, l'association suisse qui rassemble 1400 membres, enfin 400 membres et 1400 installations. Et puis, d'entrée, pour vous montrer l'importance de la petite hydro en Suisse, qui est relativement mal connue, eh bien, voici déjà quelques chiffres. Hein. Donc, à ce jour, avec nos 1400 installations, eh bien, nous produisons 4 TWh par année. 4 TWh. Vous le voyez dans la troisième ligne, c'est le 6,5% de la production électrique suisse. Jusqu'à maintenant, on était au-delà du solaire, et le solaire a à grands pas, environ 1 TWh par année, de gain, eh bien, dépasse ces mesures avec toutes les offensives heureuses que le Parlement a votées ces derniers mois. Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé par un premier chiffre, 5 à 5,5 TWh? Ça, c'est le potentiel. Alors, que veut dire ce potentiel? Eh bien, il faut savoir que depuis la loi sur l'énergie qui a été adoptée en 2017, il y a une limite de production, un seuil, en dessous duquel eh bien, nos installations ne sont pas jugées intéressantes. Un seuil de 0,3 MW pour les nouvelles installations et un seuil de 1 MW pour l'assainissement des installations. Et selon un rapport de l'OFEN que l'on a demandé de produire, eh bien, il y a à ce jour un potentiel de 1,5 TWh, donc le 3/4 de ce potentiel, qui est déjà en service, mais qui malheureusement ne débouche plus sur aucune rétribution et qui peut finalement à terme déboucher sur la perte tout simplement de ces 1,5 TWh. À titre d'idée, vous avez tous entendu parler de la table ronde et des fameux 15 projets. Ça, c'est 2 TWh de production hivernale. Là, on a 1,5. On débat beaucoup ces temps-ci dans le cadre du Montelerlas et notre conseillère aux États, Adèle Torrance, tout à l'heure, vous en parlera un peu plus longuement, mais notamment on parle des débits résiduels. Les débits résiduels permettraient une économie de 0,5 TWh par année. Et là, on parle de potentiel de 1,5. Donc, pour vous montrer l'importance, en fait, de notre production dès l'instant où elle est, bien sûr, prise de manière globale, parce que chacun a en tête la petite hydro, quelque chose d'artisanal, un moulin, etc. Mais si on additionne eh bien, finalement l'ensemble de nos 1400 installations, mais ça donne des chiffres qui sont très intéressants dans le cadre de la transition énergétique et surtout de ce combat pour une énergie renouvelable, une énergie suisse aussi, des facteurs eh bien, qui sont également remplis par le solaire, par le vent, par les autres énergies renouvelables, mais il ne faut pas négliger non plus cette petite hydro. Quelques arguments qui démontrent que ça vaut la peine de croire dans ce potentiel de la petite hydro. Eh bien, une production régulière, en ruban sur l'année, jour et nuit, 24 heures sur 24. Une production hivernale élevée. Cela, à mon avis, cet argument est
trop souvent absent de nos débats. Hein. Vous avez remarqué, à juste titre, hein, qu'on met l'accent sur la production hivernale. C'est là qu'on a un problème, hein, où nos importations eh bien, suffisent à peine, finalement, à assurer notre approvisionnement de tout cet effort. Hein. Là, on a parlé, bien sûr, des 15 projets de la Rundertisch, de la table ronde, mais aussi hein, des parcs alpins solaires, etc. Tout est concentré sur la production hivernale. Et il faut savoir que la moitié de notre production, hein, 50%, elle est hivernale. Hein, c'est 2 TWh sur les 4 hein, que je vous ai présentés tout à l'heure. La stabilité du réseau, ça c'est aussi important, hein, surtout à l'heure hein, où on est en train un petit peu de se déchirer hein, pour savoir s'il faut mettre des panneaux photovoltaïques sur chaque toit ou bien hein, s'il faut ces parcs alpins solaires ou encore d'autres entités concentrées. Il ne faut pas oublier le problème de réseau. Et comment hein, vous êtes des professionnels, hein, pour la plupart dans la salle, donc là c'est un discours hein, qui vous parle. On ne peut pas nécessairement injecter à chaque moment et surtout à volonté, hein, selon la demande de l'énergie, dans des réseaux qui ne sont pas préparés. L'avantage, eh bien, c'est que nos installations, eh bien, elles sont utilisées de manière directe et puis elles contribuent à la stabilité du réseau. Un exemple hein, qu'on aime bien mettre en avant, il date déjà de 2005, c'était à Engelberg, hein, lorsqu'il y a eu des inondations. Eh bien, c'est la petite centrale d'Engelberg eh bien, qui a permis d'assurer pendant plusieurs jours l'électricité hein, sur le site. 100 ans de savoir-faire, oui, c'est certainement l'association d'énergie électrique la plus ancienne de Suisse, avec des durées de vie des équipements qui sont très longues, ça peut aller de 60 ans à 80 ans, alors que si l'on prend les rétributions, elles exigent un investissement sur 20 ans, donc c'est tout bonus hein, entre ces 20 ans et ces 80 ans d'existence possible. Et puis, voilà, des possibilités de réactivation, de modernisation. Nous sommes souvent en contact, bien sûr, avec les bureaux d'ingénieurs. Ici, je présente aussi Madame Aline Choulot, qui est la secrétaire romande de notre association et que vous connaissez probablement à travers MILAB pour la Suisse alémanique. Pour l'instant, nous avons des contacts étroits avec SCAT, mais aussi avec, par exemple, des hautes écoles spécialisées comme la HES et Énergépolis en Valais. Nous avons des ingénieurs hein, qui nous présentent bien les dernières technologies. Alors bien sûr, je ne suis pas ingénieur, vous allez peut-être rigoler, mais j'avais été impressionné hein, par une présentation faite par Madame Munch-Aligné sur les doubles roues Pelton à usage justement dans la petite production électrique et qui permettent bien de produire plus et mieux tout en préservant l'environnement. Et là, je vais quand même arriver sur peut-être un petit détour par l'économie avant d'arriver sur l'environnement. Souvent, ce qu'on nous sert comme critique hein, vis-à-vis de la petite hydro, c'est un, c'est pas rentable, et puis deux, eh bien, ça a de grandes atteintes par rapport à la biodiversité, notamment par rapport à la fluidité écologique de nos cours d'eau, et donc par là, on pense aussi aux poissons. Alors, le premier argument, il n'est plus du tout de mise. Et d'ailleurs, il n'a peut-être jamais été de mise. Hein. Vous voyez peut-être ces courbes de rentabilité. En fait, pendant une longue période, et c'est le cas encore actuellement, on produit en moyenne bien au kilowattheure à 13,5 centimes. Alors bien sûr, il y a 2 ans, c'était une hérésie hein, lorsqu'on obtenait sur le marché de l'hydroélectricité à 4 centimes. Mais maintenant, ce n'est plus une hérésie. Et puis, on ne peut plus reprocher finalement à la petite hydro de produire de l'énergie propre, renouvelable suisse à un coût trop élevé. Peut-être tout à l'heure dans le cadre des questions hein, sur le cycle de vie aussi. Hein, il faut regarder depuis la naissance finalement de l'installation jusqu'à son utilisation. Eh bien, nous avons en fait le rendement qui est le plus intéressant. Mais le gros paquet, je l'ai dit, c'est l'écologie. Hein, c'est cette critique environnementale vis-à-vis de la petite hydro. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tenus à des mesures d'assainissement, que les débits résiduels ne nous causent pas problème, hein, par le fait que finalement nous avons une production régulière hein, sur l'année. Et puis, la plupart des assainissements ont été faits ou sont en cours jusqu'en 2030. Et tout cela, on l'a mis en couleur hein, pour assurer la migration de
tous les poissons. Alors là, il y a aussi peut-être certaines rumeurs ou certaines critiques qu'il faut laisser au vestiaire. C'est le fait que nos installations contribueraient à créer des seuils, à bétonner en fait tous les cours d'eau de Suisse. Vous voyez, la plupart des seuils sur les rivières suisses sont naturels. 93%, il y avait environ 100 000 seuils naturels en Suisse, et puis à peine le 7% concerne nos installations. Et lorsqu'on a un seuil qui est concerné par une de nos installations, non seulement on maintient intacte la biodiversité du cours d'eau, mais parfois on arrive même à réhabiliter des tronçons. J'ai en tête un exemple qui est celui de la petite M, où nous avions un devis d'assainissement sur un tronçon de 2,8 km, un devis d'assainissement de 8 millions. Et puis, des investisseurs se sont intéressés à y mettre une petite hydro, dont la production, au final, elle est de 6,5 gigawattheures par année, c'est pas négligeable, et ça a permis d'assainir un tronçon de 2 km, et tout ça pour 12,4 millions. Donc, vous voyez qu'on assainit des tronçons pratiquement de longueur durable par rapport à une intervention purement naturelle, et en plus, pour le même coût, on obtient une production annuelle importante, et on peut multiplier ce type d'exemple. Et puis le dernier point, oui, la petite hydro, c'est parmi toutes les sources d'électricité, celle qui émet le moins de CO2 par kilowattheure produit. Là, peut-être les spécialistes de chiffres, l'empreinte carbone, elle est faible, elle est de 5,10 grammes par kilowattheure. Le solaire, pour l'instant, on est à 10 fois plus. À partir de ces quelques constats, pourquoi croire encore dans la petite hydro? C'est parce que, avec des conditions cadres, alors bien sûr, avec le maintien et même pour nous l'élimination de ces seuils qui n'ont pas de raison d'être, 0,3 kWh. Alors, on m'a dit qu'il ne faut pas faire de la politique ici, mais de manière plus générale, en 2017, il y a eu un compromis. Lorsqu'on est sorti du nucléaire et puis qu'on a adopté la nouvelle loi sur l'énergie. Et dans ce compromis, il y a eu quelques énergies qui ont été sacrifiées, dont la petite hydro, avec ses seuils, mais qui finalement ne reposaient pas, selon ma démonstration, en tout cas vis-à-vis de la biodiversité et de la rentabilité, sur des arguments raisonnés et raisonnables. Donc avec le maintien des conditions cadres et des outils financiers qui existent et qui doivent être encore valorisés, on doit pouvoir mieux utiliser notre potentiel hydroélectrique, de la petite hydroélectrique. Pensez notamment à des utilisations actuelles et futures, c'est la mobilité électrique, où il est beaucoup plus facile finalement d'avoir une production locale. Lorsqu'on parle de la pose des panneaux photovoltaïques sur tous les toits, là on raisonne de manière décentralisée. Et tout d'un coup, pour la production hydroélectrique, il faudrait rester vraiment avec les grands ensembles. Rassurez-vous, je fais partie aussi d'un conseil d'administration d'une grande société productrice d'électricité, la Gougra, peut-être vous connaissez, c'est le 5e producteur en Suisse. Donc là, je ne suis pas en train de jouer une énergie contre l'autre, je ne suis pas en train de jouer la petite hydraulique contre la grande. Mon message consiste à dire qu'on a besoin de toutes les énergies suisses et renouvelables, d'où le logo au bas à droite. Vous le connaissez peut-être, vous en avez entendu parler. Nous avons déposé une initiative populaire. Nous sommes dans la phase de récolte des signatures. Nous avons encore 1 année et demie pour le faire, 18 mois. Non pas pour faire la leçon aux parlementaires que nous sommes, ou au Conseil fédéral, mais pour vraiment montrer à la population les enjeux réels de cette offensive, de ce plan Valène, on peut utiliser les termes qu'on veut, qui vise finalement à assurer une bonne partie, vous voyez que je suis modeste, de notre approvisionnement en énergie. Et ça, c'est le grand enjeu. Vous connaissez toutes les dates, 2025, avec l'Union européenne qui limite à 70%
plutôt à 30%, hein, les exportations hors de l'Union européenne. Vous connaissez 2035, qui serait un peu la durée de vie de nos centrales nucléaires. Vous connaissez 2050, hein, la neutralité carbone. Donc tous ces enjeux-là, sans une offensive réelle du solaire, et là on voit qu'on se donne tous les moyens, et c'est heureux, du vent, hein, le Wind Express, et puis de l'hydraulique, la grosse avec les 15 projets, mais aussi d'autres projets qui sont actuellement dans le pipeline dans les différents cantons alpins et de la petite hydro, eh bien, on n'atteindra pas ces objectifs, ça c'est clair. D'où la volonté de mettre une pression saine, qui consiste à dire, mais finalement, pourquoi ne pas inscrire dans la Constitution un article qui dit tout simplement qu'il y a un intérêt national à produire de l'énergie, au même titre, pas plus, mais au même titre que la protection de la nature, ce qui permet, dans certaines situations, lorsque c'est intelligent, lorsque les conditions sont favorables, lorsqu'on peut réfléchir aussi à des compensations, eh bien, à un moment donné, de donner aussi les moyens à la production électrique, à une installation de voir le jour ou de survivre, sans que systématiquement, à travers des procédures, des recours, le tribunal fédéral tranche toujours en faveur de la protection de la nature, hein, je répète, qui est importante, mais on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre, tout simplement parce qu'il y a un article dans la Constitution qui existe d'un côté et qui n'existe pas de l'autre. Ça, c'est le fondement de notre initiative populaire. Et puis, bien sûr, comme parlementaire, je continuerai de me battre avec mes collègues. Ici, dans la salle, il y a Adèle Torrance. Ce matin, je crois que vous avez entendu M. Nordman, Mme Schneider-Schuttel. On continue de travailler ensemble pour qu'à travers le Monteller-Las, à travers les différents compromis qu'on trouve, eh bien, on puisse réellement produire mieux de l'énergie renouvelable et suisse. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le timing, mais il me semble que là, je devrais être à peu près au bout de ma présentation. C'est parfait comme ça, merci beaucoup. Voilà, nous allons passer à notre deuxième conférencier, je crois que c'est M. Laurent Scacchi, excusez-moi pour la prononciation, qui est le directeur suisse romande de AEE Suisse. Rappelez-nous ce que c'est AEE Suisse. Oui, je prends juste la télécommande. Merci. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc si vous pouvez respecter le même timing que votre prédécesseur, ce serait formidable. Ça marche. En tout cas, on parle de la même chose, donc ça va aller. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis Laurent Scacchi, directeur roman de l'AEE Suisse. Pour la Suisse romande. Aujourd'hui, je vais vous parler du solaire et de l'éolien, en complémentarité de la petite hydraulique. Deux énergies complémentaires en soutien à la biodiversité. Alors, l'AEE Suisse, peut-être pas tout le monde connaît, c'est une association faîtière de l'économie, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité et tout ce qui est aussi lié au stockage d'énergie. Cette association, elle façonne activement les conditions cadres pour justement pouvoir développer le virage climatique. Alors ici, voilà. Il y a 38 associations professionnelles qui sont membres, dont Suisse Small Hydro, Suisse Solar, Suisse Éole sont membres de l'association AEE Suisse. Il y a différents groupes thématiques qui sont faits par l'AEE Suisse. Si vous voulez la documentation, il y a sur le stand en bas de ABEI au plus 1 au rez-de-chaussée. Ce qui est important de dire, c'est que toutes les énergies renouvelables, c'est une grande famille, que ce soit le vent, le soleil, l'hydraulique, petite ou grande. Eh bien, toute cette grande famille, elle doit pouvoir nous permettre d'assurer notre qualité de vie, d'assurer nos places de travail, et puis surtout de pouvoir produire et de réussir notre stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Alors, ce qu'on voit ici, c'est vrai, on a beaucoup parlé de l'hiver, parce que c'est l'hiver qu'on est le plus en danger en Suisse au niveau de notre approvisionnement électrique. Et puis, on voit effectivement que... Alors, non, je me suis trompé, pardon. Voilà. Qu'en hiver, eh bien, c'est l'éolien et un petit peu de la petite hydraulique qui permet justement notre approvisionnement électrique. La grande hydraulique, le solaire, c'est très fort en été, mais l'hiver, l'éolien peut amener sa solution pour pouvoir assurer notre approvisionnement.
Actuellement, il y a plein d'études qui se passent en Suisse. À Neuchâtel, au CSEM, le PFL avec le professeur Baïf, ils sont en train de finaliser une étude sur la complémentarité entre le solaire et l'éolien. Et puis, ce qui permettrait justement, entre ces deux sources d'énergie, alors renouvelables suisses, parce qu'on le voit que l'éolien peut produire 6 TWh déjà en 2030, en hiver, et ça permettrait justement d'échanger notre ruban nucléaire aujourd'hui avec du solaire et de l'éolien. Alors, ça c'est au Mont-Soleil, le Swiss Energy Park, où on retrouve du soleil et de l'éolien. Donc, par rapport, pour résoudre la crise du climat, de la biodiversité, eh bien, conjointement, ces technologies, ces énergies renouvelables locales permettent d'amener des nouvelles solutions. Alors, bon, le solaire, on a parlé de son ratio CO2, aucune pollution. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut mettre des panneaux solaires. On peut les mettre en toiture, on peut améliorer la biodiversité en laissant dessous un toit végétalisé. On peut mettre des panneaux en tête bêche, on peut les mettre aussi maintenant en vertical. D'ailleurs, les panneaux verticaux, on en parle beaucoup peut-être pour faire du solaire alpin, parce que le fait qu'ils soient en vertical, ils permettront, bifaciaux, ils permettront aussi une meilleure production en hiver. Toutes ces solutions-là, on le voit, il n'y a aucun ancrage au sol. Ce sont des vis qui sont dans le sol, donc c'est démontable, c'est complètement réversible. Et là, maintenant, je vais passer au côté éolien, au fait. L'éolien est beaucoup décrié sur certains aspects. Là, j'ai pris un exemple d'un projet éolien bicotonal entre Neuchâtel et puis Berne. Ça s'appelle le projet éolien des 4 bornes. Ce parc éolien, il y a ces porteurs de projets qui sont partis par des agriculteurs de la Joux-du-Plane, l'Échelette. Et puis, ils ont leurs développeurs groupés Greenwatt. Ils ont, dès le départ, fait des groupes de travail avec les associations environnementales. Et puis, pas n'importe lesquelles. On retrouve ProNatura, WWF, le parc régional de Chasseral aussi. On trouve BirdLife et même Helvetia Nostra, qui ne sont pas forcément des ardents défenseurs de l'éolien, pour des raisons paysagères. Mais disons que l'idée, c'était vraiment de construire ensemble ce parc éolien bicotonal. Bon, là, quelques données. Ce parc éolien, il représente quand même, au niveau de la production, de la consommation totale du canton de Neuchâtel, ça représente quand même 7% de la consommation totale du canton de Neuchâtel, donc c'est quand même pas rien. Et puis, au milieu des mesures de compensation, alors il y a plein de mesures de compensation qui sont nées de ces collaborations entre les associations et les développeurs, et surtout les agriculteurs initiants du projet. Et puis là, c'est aussi, je trouve intéressant, on parle aujourd'hui de la biodiversité, développement durable et tout ça, et bien là, on a un cas concret de réussite de faire un projet qui va autant bien pour la biodiversité que pour notre confort de vie et la production d'électricité renouvelable locale. Donc d'abord, les biologistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, sur tout le périmètre élargi du site, ils ont regardé les zones qui étaient les plus, je dirais, abîmées par l'agriculture moderne. Certains agriculteurs, ils sont plus ou moins extensifs. Donc, il a fallu déjà regarder quelles zones étaient les moins impactées par l'agriculture. Plus c'est jaune et rouge, moins c'est des zones où il faut aller poser une machine là-dedans. Donc tout ça, l'idée, c'était de planifier vraiment les éoliennes là où on trouve des zones complètement déjà vertes foncées. Hein, on les voit sur le layout final, on les voit ici, c'est ces triangles noirs, 3 machines ici, et puis il y avait 8 machines ici sur la crête là-haut. Ensuite, les différents groupes de travail, ils se sont attaqués aux différentes mesures par rapport à telle ou telle espèce. Alors, typiquement dans les oiseaux nicheurs, là où on trouve le pipite des arbres, un petit oiseau qui adore le pâturage boisé parce qu'il aime bien aller dans les sapins. Donc l'idée, c'était de reverdir et de refaire des pâturages boisés. L'agriculteur n'aime pas forcément trop d'arbres dans son herbe. Donc l'idée, c'était voilà, de trouver un moyen, un compromis, économique évidemment, pour qu'on puisse remettre du pâturage boisé, le rajeunir. On a
les biologistes ont trouvé les différentes zones qui iraient très très bien pour cette espèce. Donc plus c'est orange, plus c'est intéressant. Et c'est là que, pour des pertes de culture, on a pu convaincre les agriculteurs justement de laisser ces zones et de les apprêter pour cette espèce-là. Alors il n'y a pas que cet oiseau dans cette région. Là on a l'alouette des champs qui, il y a encore 3-4 couples qui nichent justement sur cette zone ici. Donc l'idée, c'est que on dit toujours qu'il y a effarouchement à cause de l'ombre des machines et tout ça. Donc on a été mesuré sur le site, le plus grand parc éolien de Suisse à Montcrozin. Qu'est-ce qui se passe avec ces alouettes des champs? On est allé regarder si elles avaient un problème ou pas. Visiblement pas. Il y a une surpopulation. Elle, typiquement, l'alouette des champs, c'est une gagnante du réchauffement climatique. Elle s'étend, sa population s'étend, puis résultat, ces zones sèches, eh bien, elles disparaissent gentiment. Et puis, comme il y en a moins, surpopulation, elle doit aller en fois de plus en plus proche des machines. Donc à Montcrozin, elle niche quasiment sous les machines et ça lui pose pas de problème. Ça, voilà, elle a besoin d'un milieu sec pour vivre. Elle peut pas aller dans un milieu trop gras qui a été mis avec trop d'engrais dessus. Ici, l'idée, c'était quoi? C'était que pour les jeunes puissent s'envoler avant qu'il y ait la première fauche, eh bien, qu'il y ait une répartition, une discussion avec les agriculteurs pour qu'il y ait 3 niveaux de fauche d'herbe. Alors, celui qui est vraiment très pressé puis qui veut faire vraiment ces 3 coupes et tout, celui-là, il n'aura pas le bonus. Celui qui attend un petit peu, il a un petit bonus. Puis celui qui attend au-delà du 20 juin, quand les petits auront pris leur envol, eh bien, celui-là, il aura un plus grand bonus. Et puis, si son herbe a perdu en qualité, il aura une compensation économique. Et toutes ces compensations économiques, elles sont payées par le parc éolien dans le cadre de mesures de compensation. Ici, on trouve la jalinote des bois, qui est un oiseau emblématique des forêts jurassiennes, mais qui a besoin d'espace. Et puis les forêts, elles se referment. Donc là, typiquement, c'est la commune de Val-de-Rue qui devait faire un martelage, qui devait rouvrir une forêt, qui en a profité avant que le parc éolien se construise, parce qu'il faut encore passer par les oppositions, et puis jusqu'au tribunal fédéral, ça prend quelques années. Mais l'occasion était bonne, et sur recommandation aussi d'associations environnementales, c'était d'ouvrir la forêt, de marteler, d'ouvrir pour que justement la population de la jalinote des bois puisse s'étendre. C'est aller au-delà, encore comme mesure de compensation. C'est que, alors la partie jaune, c'est ça qui a été déjà martelé, qui a déjà été faite par la commune de Val-de-Rue. Mais toutes les parties roses, c'est des parties qui ont été mises sous contrat. Une grosse au nord, c'est avec la bourgeoisie de Sonvilliers, pour justement non seulement refaire une forêt primaire, mais en plus aussi rouvrir la forêt pour ce genre d'espèces. Donc aussi il y a aussi des coûts. Donc ces coûts-là sont pris par le parc éolien. Alors, M. Reduit a parlé avant aussi des mesures de compensation qu'on pouvait financer, etc. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est sur un projet éolien comme ici, les 4 bornes, on parle d'un investissement entre 70 et 80 millions de francs. Et puis, les mesures de compensation, au total, sur les 25 ans, on parle de 4%. On parle un petit peu plus de 4 millions de francs sur un investissement d'environ 70 et 80 millions de francs. Donc, c'est pas rien, mais c'est pas dramatique. Ici, une autre mesure que les électriciens ont toujours un peu de peine à faire, c'est l'assainissement des pylônes. Certains pylônes, ils peuvent être problématiques ou dangereux pour certaines espèces. Le hibou grand-duc, le milan royal, ils aiment bien les se poser sur là où il y a les conducteurs, et puis quand ils s'en vont, avec les ailes, ça fait un arc électrique, et puis l'oiseau, il est grillé. Donc là, d'assainir un pylône comme celui-ci, par exemple, ça coûte 2200 francs. Mais il faut que l'opérateur électrique soit d'accord. Dans le cas de ce projet-là, bien au-delà du parc éolien, on parle de vingtaines de kilomètres, tous les pylônes électriques, on parle de 70 pylônes électriques, sont assainis. Ça, c'est une mesure qui vaut environ 150 000 francs, qui sera faite le jour. Ici, il y a des réseaux écologiques qui ont été faits pour la flore et la faune. Ça peut être refaire typiquement des murs en pierre sèche, replanter des arbustes pour les papillons. On voit les fleurs, le lys martagon aussi. On a aussi fait toutes des études pour la migration des oiseaux. On est allé jusqu'à mettre des micros pour savoir exactement où passaient les oiseaux, les groupes d'oiseaux, la migration d'automne, migration de printemps. Et puis on voit après les flèches bleues, on voit exactement où ils passent. Donc ça permet aussi de ne pas mettre les machines là où il risque d'y avoir le plus de place. On a aussi activé
On a aussi développé une solution made in Suisse d'un radar, une sorte de système de surveillance pour la vie faune qui capte au niveau du bruit, qui capte au niveau aussi de la visibilité et qui permet d'arrêter les machines au quart d'heure près si tout à coup il devait y avoir une menace pour des migrateurs. Ici, on a sur cette zone du Jura, il y a des dolines. Toutes ces dolines, souvent, elles ont été remplies avec du chenille. Donc, c'est aussi l'occasion de les rouvrir, de les remettre en eau pour permettre à certaines populations, comme le crapaud accoucheur, qui était, je crois, l'animal de l'année passée ou l'année d'avant de ProNatura, qui puissent de nouveau s'épanouir. Il y a tous des arbres historiques. Celui-ci, c'est un arbre qui a vu Napoléon, de les laisser sur fût. Et puis surtout, le jour où ils tomberont, de les laisser sur place pour tout ce qui est après biodiversité, pour les insectes, etc. Voilà. Je voulais vous montrer un autre aspect, un autre visage de développement éolien et des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'elles peuvent aussi apporter en termes de biodiversité. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension. Merci beaucoup. Voilà. Et j'appelle maintenant sur la tribune notre troisième intervenante, Mme Adèle Torrance, conseillère aux États vaudoises. De quoi allez-vous nous parler? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vois que ça marche. Voilà, moi je vais vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui se passe en ce moment au Parlement en matière d'énergie renouvelable, avec un accent sur les conflits entre énergie renouvelable et environnement. Donc, je suis tout à fait sur la même ligne que mon prédécesseur. Alors, d'abord un petit peu sur le contexte. C'est clair qu'avec la guerre en Ukraine puis les menaces de pénurie d'énergie, on a un contexte qui est vraiment très, très tendu sur la thématique énergétique en général, au niveau politique. Il y a eu aussi beaucoup de critiques sur la lenteur de mise en place de la stratégie énergétique 2050. Et puis, avec les élections, on en parlait encore dans le train avec Benjamin Reduit, c'est clair que c'est des moments où on a de la difficulté plus que d'habitude à trouver des compromis et à discuter de manière sereine entre les différents bords. Ensuite, il y a aussi un framing politique qui est assez polarisant entre, d'une part, la biodiversité, qui est souvent perçue comme un frein, qui a été perçue comme un frein à la stratégie énergétique, un petit peu comme une espèce de tête de turc. On dit c'est pas avancé à cause de la protection de la biodiversité. C'est en partie le cas, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres défauts de la stratégie énergétique, notamment le financement qui n'était pas énorme. Et puis aussi le fait qu'on a beaucoup soutenu des projets en disant premier arrivé, premier servi, ce qui a mené au développement très rapide de beaucoup de projets dont tous n'étaient pas si bons que ça et qui a parfois, notamment dans le cas de l'éolien, effrayé la population parce qu'il y avait beaucoup de projets et on n'a pas pris beaucoup de temps pour dialoguer avec la population sur ces projets. Et puis, donc, cette biodiversité perçue comme frein, elle est souvent mise en opposition avec une vision de l'écologie très positive, moderne et innovante, qui est le développement des énergies renouvelables. Et disons, c'est une polarisation, je pense, qui n'est pas très saine et puis qui aide en tout cas pas à trouver des solutions. Donc, moi, je pense que des tensions, il y en a, mais des solutions aussi. Vous l'avez d'ailleurs très bien montré tout à l'heure. Et puis, je pense aussi que la polarisation actuelle n'est pas une fatalité. J'aimerais, pendant ma présentation, un peu vous montrer comment on a essayé, c'est imparfait, mais comment on a essayé ces derniers mois au Parlement de faire des projets les plus équilibrés possibles et quelles sont pour moi les pistes de solutions. Je vous parle aussi comme présidente de la Commission de l'environnement du Conseil des États parce que en ce moment, c'est moi qui mène les débats sur ces objets et c'est aussi ce que j'essaye d'insuffler à mes collègues comme, je dirais, comme philosophie dans la discussion. Alors d'abord, c'est clair qu'on a des ambitions très importante pour la production d'énergie et c'est nécessaire. Il y a deux processus parlementaires qui se font en parallèle dont je vais vous parler principalement, c'est le Solar Express et le Montelerlas. J'imagine que ces mots barbares, vous les connaissez. Dans le cadre du Montelerlas, il y a une décision du Parlement donc, qui a renforcé la première version du Conseil fédéral, mais qui va vraiment vers un développement accéléré des énergies renouvelables à court terme jusqu'à 2030. Je vous ai mis les chiffres. Entre parenthèses, le premier chiffre, c'est toujours ce que voulait faire initialement le Conseil fédéral. Par exemple, pour les objectifs de développement des énergies renouvelables sans l'hydraulique, le Conseil fédéral avait prévu
pour 2035, 17 000 gigawattheures. Et nous, en commission, on a augmenté ça à 35 000 gigawattheures. Donc, vous voyez que l'ambition, elle est importante et elle est également nécessaire. On a, dans une moindre mesure, aussi augmenté un petit peu les ambitions pour l'hydraulique. Et puis, il y a aussi ce qui est très nouveau, l'idée d'avoir des mesures spécifiques sur l'approvisionnement hivernal avec, dans la version du Conseil des États, vous verrez que des fois, dans mes slides, j'ai mis Conseil des États ou Conseil national parce que c'est en train de se faire et on est dans la phase de ping-pong entre les deux chambres et il y a parfois des contenus qui ont été donnés par une chambre mais qui ne sont pas validés par l'autre. Donc, ça me paraissait important de vous le dire. Le Conseil des États avait fixé un objectif plafond de 5 000 gigawattheures pour les importations pendant la période hivernale et la nécessité d'augmenter la production renouvelable d'au moins 6 000 gigawattheures d'ici 2040 pour l'hiver, toujours. Ça a été retravaillé par le Conseil national, donc on verra quelle version gagne. Mais je dirais que la tendance, elle est la même dans les deux chambres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Solar Express? Ça, c'est de l'histoire, donc j'ai plus besoin de vous dire qu'est-ce qui était dans une chambre ou dans l'autre. On l'a voté en septembre 2023, c'est en vigueur et c'est une loi limitée dans le temps qui est valide jusqu'en décembre 2025. Il y a des conditions spéciales qui sont offertes pour la construction de grandes installations solaires jusqu'à une production annuelle de 2000 gigawattheures. Ces constructions, elles vont être considérées comme relevant d'un intérêt national et leur implantation est imposée par leur destination. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'aménager le territoire et que l'intérêt à la réalisation de ces grandes installations prime en principe sur d'autres intérêts. Si on construit ce genre d'installation dans des objets protégés, par exemple des inventaires, il n'y a pas d'obligation de conservation intacte, mais une obligation de ménager l'objet le plus possible, y compris avec des mesures reconstruction, remplacement. On a vu quelques exemples excellents tout à l'heure de ce qu'on peut faire comme compensation quand on a un impact qui n'est pas évitable. Ensuite, il y a une rétribution unique qui représente au maximum 60% des coûts d'investissement. Donc, c'est quand même un joli cadeau pour les acteurs économiques qui vont développer ces instruments et ça va augmenter probablement l'attractivité de ce type de projet. C'est évidemment limité dans le temps jusqu'au 31 décembre 2025. Cependant, et c'est des choses qu'on a peut-être un petit peu moins vues quand il y a eu des débats justement très polarisés autour de ces projets, les installations de ce type-là restent exclues dans les marais et les sites marécageux, dans les biotopes d'importance nationale et les réserves de sauvagines et d'oiseaux migrateurs. Donc, on ne peut pas les faire partout. Il y a une production minimale annuelle qui doit être de 10 gigawattheures et vous avez vraiment des critères qui font que tous les projets ne peuvent pas être réalisés. Ensuite, le canton délivre, évidemment, est consulté, délivre l'autorisation avec l'accord de la commune et du propriétaire. On doit faire une étude d'impact sur l'environnement, ça a été maintenu. Et puis, les installations doivent pouvoir être démantelées à la mise hors service. Enfin, c'est clair qu'on ne peut pas construire n'importe où parce qu'après, il faut transférer cette énergie vers les utilisateurs. Et il y a actuellement des projets dont on a beaucoup parlé qui n'offrent pas ces possibilités et qui probablement ne seront pas réalisés parce que c'est une chose de produire l'énergie, mais ensuite, encore faut-il pouvoir la transmettre. Le Solar Express, c'est aussi, et ça j'aimerais insister là-dessus parce que c'est très important, un paquet, un compromis, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement dit ok, on peut faire des grandes installations solaires en montagne avec un impact sur l'environnement, on a aussi dit oui, mais il faut aussi des installations solaires sur le bâti, il y a une obligation pour le solaire pour les grands bâtiments, et puis il y a surtout, ce qui aura aussi pas mal d'impact, une obligation d'équiper en énergie solaire les bâtiments de la Confédération et infrastructures qui s'y prêtent. Je peux vous dire, ça fait pas mal de surface. Et il y a une obligation de le faire d'ici à 2030. Donc, c'est aussi quelque chose qui met une certaine pression. Je passe au Montel-Erlas qui, alors, ce que je vous ai dit là, c'est décidé pour le Solar Express. Là, j'entre dans des discussions qui sont vraiment en cours maintenant. Et il peut y avoir des mouvements et vous voyez qu'il y a parfois, j'ai écrit Conseil national, parfois Conseil des États. Il y a dans le Montel-Erlas des mesures qui sont extrêmement polarisantes et qui sont potentiellement
référendum fake, qui sont potentiellement susceptibles de mener à des référendums en bon français. Et j'aimerais vous les citer pour que vous voyez un peu là où, au fait, ça fait mal. Le Conseil national, Benjamin Rodu en a parlé, a décidé de suspendre les articles de la loi fédérale sur la protection des eaux qui concernent les débits résiduels jusqu'à fin 2035. C'est pour les organisations de pêcheurs et pour certaines organisations écologistes, pas toutes, mais certaines, une raison de lancer un référendum contre le paquet. Il y a aussi, et ça c'était chez nous au Conseil des États, la levée de l'interdiction de construire de nouvelles installations d'énergie renouvelable dans ces zones particulièrement précieuses que sont les biotopes d'importance nationale. Ça, le Conseil national est revenu dessus, mais comme on n'est pas d'accord et qu'on a l'habitude de se battre jusqu'au bout, c'est encore en discussion, en tout cas jusqu'à la fin de la session de juin. Et puis, il y a aussi la levée de l'obligation de prendre des mesures de protection, de restauration, de compensation quand on intervient sur des zones précieuses. On l'a vu, il y a parfois des mesures très intéressantes qui peuvent être prises. Et ça, c'est un point aussi qui est dans le paquet qui est très polarisant si on pouvait ne plus le faire ou ne plus être obligé de le faire. Mais le monteur LERLAS, c'est aussi, et j'aime aussi toujours le dire, il y a énormément de choses extrêmement positives dans le monteur LERLAS. C'est pour ça que ce serait dommage d'aller au clash et au référendum avec ce paquet et que, en tout cas, comme président de la Commission de l'environnement, mon objectif, c'est vraiment qu'on arrive à travailler de manière à ce que les mesures qui fâchent le plus soient sorties. D'un côté comme de l'autre, je vous l'ai pas dit, il y a aussi des mesures qui fâchent pas les écologistes, qui fâchent d'autres groupes d'intérêt, notamment dans le monteur LERLAS, une obligation pour tous les bâtiments, pas seulement les grands, d'être équipés en solaire. Et ça fâche beaucoup l'organisation des propriétaires alémaniques. Là, il y a Rösti-Graben, les Romands sont d'accord, mais pas du tout les alémaniques, et ils menacent de l'ancien référendum. Mais parmi les points positifs qui sont dans le monteur LERLAS et qui, je l'espère, vont rester, c'est probable, il y a une prime flottante de marché pour les grands projets, un tarif de reprise de l'électricité verte plancher minimum pour garantir, ça c'est plutôt pour les petits producteurs qui puissent amortir leur installation, la possibilité de créer des communautés de consommation, donc d'avoir des grands toits qui produisent beaucoup d'énergie solaire, mais de se partager la consommation de ces grands toits entre plusieurs ménages. Il y a des objectifs d'économie d'énergie appliqués aux fournisseurs d'électricité. Là, il manque la parenthèse, ça c'est le Conseil national qui a introduit cette mesure. J'espère qu'elle passera aussi au Conseil des États. Je trouve que c'est vraiment une mesure intéressante. C'est ce qui se fait en fait beaucoup à Genève déjà. Il y a des grands projets hydrauliques validés par la table ronde. Je trouve que c'est aussi très précieux. Les gens se mettent autour d'une table et ils se mettent d'accord en amont. Simplification de procédures pour les projets solaires, notamment en façade, et puis aussi tout à fait passionnant, je trouve, une ouverture vers l'agro-photovoltaïque, donc l'utilisation des panneaux solaires aussi dans les cultures agricoles, pour autant que la productivité soit maintenue. Voilà, je vais terminer avec, pour moi, les directions vers lesquelles il faut aller, les solutions vers lesquelles il faut aller. Je pense d'abord que c'est très important. Si on a des projets, et c'est probablement inévitable, qui ont un impact sur l'environnement, c'est très important de pouvoir dire aussi à la population et aussi aux gens qui vont supporter ces impacts, de leur dire qu'on va aussi cesser de gaspiller l'énergie. Parce que c'est très difficile à avaler qu'on abîme une région que vous aimez si en même temps vous savez qu'un tiers de l'énergie produite est jetée à la poubelle. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on doit agir, et je pense que c'est important qu'on mette en place des mesures dans ce domaine-là. Ensuite, il faut toujours commencer par le plus facile. Donc, c'est clair que le solaire sur les bâtiments, les infrastructures ou les parkings, ça dérange très peu de gens. Donc, commençons déjà par là et allons le plus vite possible là-dedans. Et puis, on a déjà là un énorme potentiel. Ensuite, moi, je crois beaucoup aux tables rondes. On l'a fait dans l'hydraulique. Je pense qu'on devrait le faire aussi pour les grands projets solaires pour pouvoir, dès le départ, trouver des accords entre les différents acteurs et éviter les blocages. Et puis, pourquoi pas les éoliennes, s'il y a des grands projets éoliens, je pense que ça vaut la peine de les discuter en amont. C'est aussi ce que vous avez montré avec votre bon exemple. Privilégier, alors ça va pas tellement dans ta direction, Benjamin, privilégier les projets à haut niveau de production s'il y a un impact environnemental. Bon, tu as montré que c'est pas forcément le cas non plus dans la petite hydraulique, mais je pense que quand il y a un impact environnemental, on doit aussi pouvoir dire
d'une certaine manière, ça en vaut la peine. C'est-à-dire que avec cet impact-là, au moins, on produit vraiment beaucoup. Et d'avoir un bon équilibre entre les deux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'efficacité écologique. Et je trouve que ça, on s'est trompé pendant la stratégie énergétique, la première phase. On a vraiment beaucoup dit premier arrivé, premier reçu et premier servi. Et en fait, on devrait vraiment avoir des critères d'efficacité écologique pour tous les projets, pour pas avoir cette espèce d'afflux de projets dont certains sont mauvais et qui finissent par crisper tout le monde. Et puis aussi, moi, je crois beaucoup aux compensations. Je pense que c'est très important quand on abîme quelque chose de pouvoir promouvoir la biodiversité et l'environnement ailleurs, là où c'est possible. Il y a des dommages qui sont probablement inévitables, mais essayons au moins de les compenser comme on peut. Et puis, j'aimerais terminer sur ce point-là. Ne jamais oublier que toute production a un impact. Même quand vous mettez des panneaux solaires sur un toit où ça dérange personne, la fabrication des panneaux solaires, il y a des métaux, il y a des produits qu'on utilise pour ces panneaux solaires qui ont un impact. Donc toute production a un impact, d'où la nécessité de ne pas gaspiller l'énergie. Et puis, quand même, des dégâts locaux intelligemment restreints et ou compensés valent toujours mieux que des dégâts globaux et massifs liés à la crise climatique. Il faut toujours garder à l'esprit que l'énergie propre, elle est propre, mais elle a un impact. Mais si on développe les énergies renouvelables, c'est pour éviter une crise climatique massive qui aura un impact encore bien plus dramatique. Donc, gardons ça à l'esprit et relativisons aussi parfois certains débats qui sont très émotionnels en se disant, rappelons-nous ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire on veut éviter la crise climatique et on doit le faire à tout prix. Là, on n'a vraiment pas le choix. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'invite les trois intervenants maintenant à prendre place sur la table. Est-ce que je garde mon appareil? Ouais, je crois que c'est plus simple de prendre les trois micros qui sont là, effectivement à la table. Il y en a un là-bas, un là et un là. Vous pouvez vous installer là. Et je me mettrai peut-être un tout petit peu de hauteur pour voir. Installez-vous les trois, c'est le plus simple, je pense. Celui-là, il fonctionne aussi? Oui, alors on peut. Il ne faudra pas vous battre pour le micro, alors. Voilà, donc nous avons bien entendu vos présentations respectives. Moi, j'avais un tout petit peu planché, évidemment, sur le sujet en lisant vos interventions. Je pense qu'une donnée qui frappe et qui frappera tout le monde ici, c'est un peu cette contradiction entre la promotion des énergies renouvelables, la protection de l'environnement. On voit que dans les différentes régions de Suisse, il y a beaucoup de débats relatifs à ça. Madame Torrance, comment résoudre cette opposition de manière pragmatique? Voilà. Vous m'entendez? Oui. C'est un peu ce que j'ai essayé de... Je ne veux pas répéter ma présentation. Plus concrètement peut-être. C'était un peu général, évidemment. Alors, concrètement, je pense qu'il faut un équilibre entre des mesures d'économie d'énergie, d'abord, toujours, des mesures efficaces de développement des énergies renouvelables, là où ça fait moins mal. Et puis après, vraiment de la concertation avec les différents acteurs, toujours en amont le plus tôt possible dans les projets. Et puis, des mesures de compensation. Je pense que c'était extrêmement parlant, votre présentation, de montrer qu'on peut déjà minimiser l'impact. Et puis, on peut aussi, quand impact, il y a forcément compenser cet impact ailleurs. Donc, je pense que si on va dans cette direction, on peut être le plus efficace possible, mais disons, la principale chose, c'est vraiment dialoguer avec la population, dialoguer avec les organisations, et puis trouver des solutions qui soient avantageuses pour tout le monde très tôt dans le processus. Le défaut de la stratégie énergétique, c'est vraiment qu'on ne l'a pas fait, et on s'est retrouvé avec beaucoup d'opposition et de mécontentement aussi, de crainte, d'insatisfaction de tous les côtés, et c'est pas très constructif. Si on prend l'exemple des éoliennes qui a été évoqué, donc j'entends bien qu'il faut mettre des compensations, enfin qu'il faut préserver les intérêts de chacun, mais on voit que dans les faits, c'est pas possible parce que les éoliennes, du moment que les constructions sont prévues près des habitations, les habitants s'y opposent et ça génère des débats émotionnels qui ne trouvent pas de solution. Donc comment résoudre ça? Peut-être Monsieur Skaki.
Allô? Oui. Alors, la différence, c'est que sur ce projet des 4 bornes, au fait, ce qu'il faut voir, déjà, ce sont les habitants, ceux qui habitaient à 250 mètres des éoliennes, qui ont créé ce projet. C'est eux qui allaient vivre avec ces machines, c'était leur exploitation. Ils voulaient devenir énergiculteurs. Et c'est toute là la différence. C'est que eux, ils ont pris leur destin en main. C'était pas juste ils font du blé, ils font du lait, ils font du fromage plutôt là-haut. Ils ont décidé vraiment de donner aussi leur part à la stratégie énergétique. Et puis c'est pour ça que ils étaient prêts aussi à avoir cet impact, ce changement paysager, mais en même temps ils ont défriché pour mettre des vaches. Donc pour eux ça leur posait pas de problème. Et puis si vous parlez peut-être ici du sud fribourgeois où il y a eu maintenant c'est plus difficile la cohabitation, la discussion avec certains groupes pour les éoliennes, le problème c'est juste qu'il a manqué une table ronde. Il a manqué que ces régions du sud fribourgeois, aujourd'hui, elles produisent rien comme électricité. Donc elles vivent au volet des autres. Le canton de Fribourg ne produit que 30% de l'électricité qu'il consomme. Donc elle vient bien d'ailleurs, cette électricité. Donc aujourd'hui, bien sûr, on peut faire du solaire, on doit faire de l'économie d'énergie, mais il n'y a pas 36 000 possibilités. Il y a des zones où il y a du vent, et puis il faut développer, alors raisonnablement, des parcs éoliens. Et puis ça, il faut des tables rondes, il faut s'asseoir, il faut trouver des solutions. On est assez intelligent en Suisse pour trouver des compromis. Mais sur un dossier, de manière générale, on voit que ça prend beaucoup de temps. Alors il y a peut-être un projet qui est en train de se mettre en place dans la région que vous nous avez présentée. Il y a eu des oppositions jusqu'au tribunal fédéral, mais de manière générale, il y a très peu d'éoliennes en Suisse parce que les gens, il faut être clair, les gens n'en veulent pas. Monsieur, Madame Torrance. Voilà, ça fonctionne, oui. Oui, j'aimerais reprendre aussi le problème de manière générale. Donc, entre production et protection, non seulement il n'y a pas contradiction, mais la production d'énergie suisse et renouvelable sert à lutter contre le réchauffement climatique et en fonction des lieux qui doivent être appropriés, que ce soit pour le vent, que ce soit pour le solaire, que ce soit pour l'hydroélectricité, mais on peut élargir aussi à la biomasse, au bois, à la géothermie, eh bien, on doit vraiment faire un effort pour chaque fois, de manière ciblée, se dire, voilà, là, ça vaut la peine, eh bien, de produire de l'électricité. Bien sûr, on compte dans cette résolution de conflits, parce que parfois il y a conflit, sur notamment les promesses du nouveau chef de département, Albert Rösti, qui prévoit pour cet été un concept d'accélération des procédures. Le droit de s'opposer à un moment donné à un projet, eh bien c'est le fondement de la démocratie. Mais si on peut... Et si on réussit à bloquer un projet pendant 20 ans parce qu'on fait des oppositions à différents niveaux ou alors qu'on s'entend entre différentes organisations pour une fois c'est toi, une fois c'est moi, etc., là, on n'en sortira plus. Et actuellement, eh bien, on compte sur un nouveau concept en ce qui concerne les procédures. Et peut-être qu'un jour, eh bien, effectivement, vous pourrez faire opposition parce que l'éolienne est en face de chez vous, une instance vous déboute, et puis ça s'arrête là. Madame Torrance. Oui, je voulais aller dans le même sens, notamment le Wind Express, donc c'est ciblé sur l'éolien. Il y a effectivement un deuxième projet qui sera plus général sur l'efficacité des procédures, mais là, on est vraiment en train de boucler ce projet Wind Express qui portera sur les procédures dans l'éolien et qui permettra non pas je dirais, de flouer la démocratie ou la capacité de la population de donner son avis, mais d'accélérer les procédures, ce qui est vraiment nécessaire. Moi, je me suis beaucoup intéressée à des projets d'éolien dans d'autres pays. J'avais demandé un rapport à l'administration fédérale sur cette question. Comment est-ce qu'on fait ailleurs? Parce que visiblement, il y a des pays qui arrivent mieux à construire que nous dans l'éolien. Et en fait, je pense qu'une des erreurs qu'on a fait dans l'éolien en Suisse, c'est qu'il y a des grands acteurs, je ne sais pas s'il y a des gens des SIG dans la salle, mais ça leur parlera, il y a des grands acteurs qui, au moment où on a lancé la stratégie énergétique et la RPC, ont fait beaucoup de projets ailleurs, donc pas sur leur propre territoire, et sont venus vraiment en top-down imposer, entre guillemets, des éoliennes à des régions qui en profitaient pas. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense que typiquement un projet comme les éoliens, qui a vraiment un impact sur le paysage vécu des gens dans une zone donnée, indépendamment de l'impact sur la biodiversité. Mais je dirais, ce type de projet, ça devrait être des projets bottom-up. Ça veut dire, ça doit, comme vous l'avez dit, ça doit partir des gens.
et ça doit vraiment leur appartenir. Et ça, on voit par exemple en Allemagne, ils ont pas mal de projets qui partent de communes. Et les gens sont d'accord, si c'est leur éolienne, qui peuvent influer sur l'emplacement de cette éolienne. Et puis aussi aujourd'hui, dans un contexte de crainte, de pénurie d'énergie, c'est aussi leur énergie, c'est leur assurance de sécurité énergétique. Et je pense que quand ça se passe comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on pourra mettre des éoliennes partout, mais c'est pas non plus le but. Mais ça veut dire qu'on pourra au moins en mettre là où les gens sont d'accord de le faire et de participer à ces processus. Et je pense on n'est pas bien parti dans ce domaine-là en Suisse. Merci. Peut-être encore une question avant que je passe la parole au public sur le solaire alpin. Là, plus que jamais, je pense l'intérêt entre la production énergétique, qui est évidente pour tout le monde, et la protection du paysage. On voit qu'il y a des intérêts très contradictoires parce qu'effectivement, on touche peut-être à l'identité nationale plus que jamais avec la montagne. Est-ce qu'on peut vraiment raisonnablement poser des panneaux solaires comme ça sur les Alpes, Monsieur Roduit? Évidemment, et vous le sentez très bien, là, la convergence dans nos interventions, il faut casser les tabous, comme celui de l'éolien qui finalement dérange. Alors on n'entre pas en matière, où j'ai parlé tout à l'heure de ces seuils absurdes pour la petite hydro et pour tout autre projet. Pour les parcs solaires alpins, c'est la même chose. Certains se réaliseront parce que c'est intelligent, ils sont bien situés, ils ne dénaturent pas le paysage parce que personne n'y va. Je prends l'exemple de Grangiols. C'est dans une vallée latérale de la vallée de Conches. Aucune cabane, même de chasseurs, dans cette région. Ensuite, le potentiel. 600 gigawattheures, c'est énorme. C'est 60 millions de litres de mazout qu'on n'a pas besoin d'apporter par année. Il y a un projet encore plus ambitieux dans le Vispertal, dont le potentiel est de 1400 gigawattheures, donc 1,4 TWh. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça ne se fera pas. Mais on ne doit pas sauter la réflexion, avancer aussi avec ces projets, puis avec des moyens, parce que tout d'un coup on se dit « Oh là là, on va toucher à notre Éden helvétique ». Et puis un autre élément qui est quand même essentiel. En 2060, on sera peut-être, même probablement je ne serai plus là, mais on ouvre les paris, on n'aura plus de problèmes d'énergie. Je crois que ce matin, vous avez entendu M. Nordman, c'est lui qui défend cette thèse, avec l'offensive du solaire, eh bien en 2060, on produira même plus que ce qu'on aura besoin, y compris en hiver. Donc il y a une phase de transition qui est pénible, qui est difficile, où on peut essayer de faire des économies. Moi, j'aime mieux parler de lutte contre le gaspillage, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tant au niveau de notre productivité que de notre standard de vie. Je ne crois pas qu'il y aura une baisse énorme. Vous avez vu cette année, avec la peur au ventre, on a fait quoi, 5% d'économie au niveau des ménages privés et puis des entreprises. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours lutter contre le gaspillage, mais soyons réalistes. Il y a une période qui va d'aujourd'hui en 2060. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut réactiver les centrales nucléaires? Est-ce qu'on veut continuer de compter sur Poutine? Ou bien alors, si, durant cette phase de transition, on crée par exemple des parcs alpins solaires qui font peut-être dans certaines situations mal aux yeux, mais qu'on va démonter, ça c'est déjà dans les contrats qui sont en train de signer, où on les démontera au moment où il faudra. Si c'est 2050, c'est 2050, c'est 2060, on attendra. Donc il n'y a rien d'irréversible en fait dès le moment où on va essayer de promouvoir des énergies renouvelables. Ça c'est un élément auquel on ne pense pas souvent. Et puis enfin, si vous le permettez, tout à l'heure il y a un mot qui m'a fait mal, je crois que c'est Adèle qui l'a utilisé, le mot cadeau, avec les 60% de... Non mais il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, quel investisseur est prêt à mettre le 40% d'installations dont on n'est pas sûr qu'ils ne seront pas bloqués quand même par une procédure? Ce n'est pas gagné pour Grangiols, Gondo Solar, etc. Y compris pour les 15 projets de la table ronde. On peut ouvrir les paris. S'il y en a 8 qui se réaliseront, ce sera pas mal. Parce que ce sont des investissements qui sont énormes, même à 40%, dans un marché qui est instable. Vous comptez sur une pérennité de 60 ans ou 80 ans. Donc il y a tout l'aspect propriété aussi qui joue un rôle, bien sûr celui du retour des concessions hydrauliques, si je parle des barrages. Bref,
ça ne court pas les rues, les investisseurs. Et parmi les grands acteurs actuellement en Suisse, plusieurs disent on avance, mais on verra. Pour le moment, il n'y a rien de signé. Ça, c'est aussi une contrainte avec laquelle il faut composer. Donc, ne mettons pas en amont trop de freins. Je le répète, il y a des tabous qu'il faut casser. Et puis, en même temps, dans chaque situation, voilà, l'intérêt de la nature prime, OK, on regarde ce qu'on peut faire, quelle compensation, ou alors de prévoir l'installation dans un autre site. Monsieur Skaki, par rapport à ça? Moi, j'aimerais dire, on parle beaucoup de paysages. Ici, en Gruyère, vous avez un des plus beaux paysages de Suisse, qui n'est autre qu'un barrage. Le lac de la Gruyère, vous enlevez le mur, vous ne pouvez pas le refaire, ce n'est pas du tout réversible. Un parc éolien, c'est totalement réversible. Des panneaux solaires verticaux, c'est totalement réversible. Et puis ça, je trouve que ça, c'est aussi une évolution du paysage qu'on doit tenir compte. Vous dites, vous aviez dit avant que le canton de Fribourg produit 30% d'énergie qu'il consomme. Alors vous préconisez quoi? Il faut punir les cantons qui produisent pas assez. C'est ça que vous dites? Ce que dit la stratégie énergétique, il faut faire d'abord des économies d'énergie. Ensuite, il va falloir délocaliser les unités de production. Puis que les cantons qui produisent peu vont devoir produire plus. Le canton de Vaud s'y met, le canton de Neuchâtel s'y met, le Jura s'y met. Alors pourquoi pas Fribourg? Mais dans les faits, c'est difficile de contraindre les gens. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Il faut punir, alors. Il faut punir le canton de Fribourg. Non, ça, c'est les Fribourgeois et les Fribourgeois qui vont se punir tout seuls. Mais ça, c'est la démocratie, effectivement. C'est quelque chose qui est très important, que les gens puissent décider, mais qu'ils se rendent compte qu'un jour ou l'autre, si ils seront en bout de réseau, ils n'auront plus l'énergie chez eux, c'est tout. Voilà. Je crois qu'il est temps de passer au public. Quelques questions. Je demanderai simplement aux gens qui poseront leurs questions de se présenter et de poser la question à un des intervenants. Vous allez leur donner le micro. On a encore quelques minutes, je pense que ça vaut la peine. Des questions? Monsieur? Jean-René Ernst, Swiss Engineering. J'ai beaucoup apprécié la présentation de M. Skaki sur l'ajout du plan. Et là, on voit très bien qu'il y a des convergences d'intérêts, puisque c'est 3 ou 4 agriculteurs là, qui ont été à la base du projet. Par contre, dans le canton de Neuchâtel, sur les crêtes, il y a d'autres projets qui traînent depuis 10 ans, voire plus. Et là, j'aimerais enchaîner sur la question très concrète de M. Moron. Comment est-ce que vous allez faire avancer ces projets en termes de compensation ou de motivation? Et là, il faudra être très concret parce qu'on a besoin, à très court terme, d'énergie en hiver. Monsieur Skaki. Alors, vous mentionnez le parc éolien du Crémeuron, qui a débuté dans les années 2000, qui a passé 2 fois déjà au tribunal fédéral, qui a obtenu son plan d'affectation cantonale, mais comme ils n'avaient pas fait des procédures en parallèle avec le permis de construire, ils ont dû recommencer, ils ont dû mettre à l'enquête publique un projet, mais comme le plan d'affectation, il disait que c'était des machines de 70 mètres de haut au bout de pale, ils ne peuvent pas mettre une machine de 200 mètres de haut. Donc résultat, ils ont dû mettre l'obsolescence technologique, parce qu'il faut voir que depuis les années 2000 jusqu'à actuellement, les éoliennes, elles ont complètement, au niveau technologique, complètement changé, surtout après Fukushima. Ce projet, malheureusement, c'est dommage parce que cette petite éolienne vont produire 10 millions de kilowattheures par an, alors que maintenant, dernière technologie, une seule machine qui est entre 150 et 200 mètres de haut en bout de pale, produit elle-même 15 GVH par an. Donc oui, c'est pas optimal, mais ma foi, la démocratie fait que ça aura duré 25 ans jusqu'à ce qu'ils obtiennent les autorisations de construire. Voilà. Il y a des résistances, bien sûr, mais ma foi, c'est les tribunaux qui vont régler ça, quoi. Et puis le Windexpress aide pour une bonne vingtaine de projets. Alors ça nous permettra déjà de faire 2 TWh en Suisse d'éolien, dont le plus grand parc éolien de Suisse à la montagne de Butte, dans le canton de Neuchâtel, justement, qui permettra de produire 10% des besoins énergétiques électriques du canton de Neuchâtel. Monsieur Rodi. Oui, alors c'est peut-être un petit peu facile parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais dès l'instant où vous ancrez dans la Constitution que c'est une priorité nationale que de produire de l'énergie, dans la pesée d'intérêt, le tribunal fédéral n'ira plus systématiquement, je dirais même à l'aveugle, vers la protection de la nature.
on a un rapport, hein, on l'a exigé, il a été fourni à l'UREC-N, qui démontre que dans quasiment le 100% des conflits entre nature et production, et que ça arrive au tribunal fédéral, eh bien, ça tranche en faveur de l'environnement. Ce n'est pas que les juges fédéraux sont verts ou qu'ils ont une plus grande sensibilité, c'est tout simplement, d'un point de vue constitutionnel déjà, cette pesée, on part perdant au départ. Alors, parfois, tant mieux, hein, si on peut préserver la nature, puis parfois, on se dit, non mais, on pourrait quand même pousser l'analyse un petit peu plus loin. Une autre question ? Il ne faut pas oublier que la plupart des recours opposition, ce n'est pas pour des questions de nature, c'est des riverains. Et ça, je crois, à part accélérer les procédures, parce que c'est normal que les gens puissent faire opposition et que ce soit traité par les tribunaux, mais il faut accélérer les procédures. Ça ne va pas qu'il y ait autant d'attentes et autant d'étapes, parce que c'est une forme d'instrumentalisation de la lenteur judiciaire au détriment des projets. Et il y a un moment où la démocratie doit fonctionner. Et la démocratie, c'est aussi de dire si les lois sont respectées, alors le projet doit pouvoir se faire. L'accélération des procédures, ça, avec le Vindex-Express, il y aura une petite accélération, ça concerne qu'une vingtaine de cas. Et puis après, on verra, le nouveau conseiller fédéral, Albert Rochety, va sortir un nouveau paquet. Pour le moment, il y avait déjà une première version qui datait de l'époque de Madame Simonetta Sommaruga. On ne sait pas très bien ce qui va garder de ça, ce qui va rester. Mais il y aura une nouvelle proposition et on verra si ça peut aider, si ça va trop loin, si ça va pas assez loin. Le débat politique se fera. Question encore de M. Philo. J'ai tout d'abord une question à Mme Torrance. Donc, juste présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, s'il vous plaît. Charles Philo. Je suis président d'une association qui lutte pour préserver son territoire contre l'implantation d'éoliennes géantes. Mais en fait, ma question, Mme Torrance, on parle beaucoup de démocratie ici. Et j'ai l'impression que les lois qui sont discutées actuellement au Conseil national visent justement à supprimer une part de démocratie qui, jusqu'à présent, était de la compétence des communes de décider de leur aménagement et de leur affectation du territoire. Et c'est ce qu'on cherche, je crois, enfin, si je comprends bien les débats qui ont cours, c'est ce qu'on cherche à supprimer. C'est-à-dire que l'autonomie des communes est mise à mal et que naturellement les populations ne sont même plus consultées pour savoir ce qu'il va advenir de leur territoire. Et puis j'aimerais adresser une remarque au monsieur qui nous a traités de profiteurs. Il ne faudrait quand même pas oublier que le canton de Fribourg produit aujourd'hui, grâce à l'hydraulique, plus de 30% de sa consommation énergétique. Alors surtout, ne nous traitez pas de profiteurs. Soyez polis. Peut-être, monsieur, vous rassurer sur le projet en cours, c'est le Vindex-Express. Actuellement, effectivement, le rôle des communes est le point qui est le plus discuté. En principe, dans la première phase, les communes sont toujours impliquées. Les modifications concernent des phases ultérieures. Mais, compte tenu des craintes, le paquet, donc au niveau de la procédure, c'est le Conseil national qui était le premier conseil, donc il y a eu une première version. Maintenant, elle est arrivée chez nous, on l'a traitée en commission et on est en train de discuter de la manière dont on pourrait vraiment ancrer dans la loi qu'aucun projet ne peut passer la rampe sans que la commune soit consultée à une étape ou l'autre. Et je pense que on devrait trouver un compromis parce que, comme je vous le disais, l'acceptabilité locale, elle reste importante. Le problème, c'est la lenteur des procédures et le fait qu'on peut bloquer un projet pendant 20 ans, puis qu'après, justement, on se retrouve avec des situations absurdes où le projet, finalement, est validé, mais oui, technologiquement, il n'a plus aucun sens. Ça va pas. Et donc, il y a des étapes qui doivent être supprimées, il y a des procédures qui doivent aller plus vite. Mais je peux, sans, je crois, flouer le secret de commission, vous raconter que lors de la dernière séance où on a parlé de ça, l'endroit où, d'une manière ou d'une autre, on peut être assuré que la commune ait pu dire quelque chose, ça, c'était au cœur de la discussion.